Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Entre l'arbre et l'écorce. Est-ce que, en tant que propriétaire forestier, vous avez déjà subi un feu de forêt, une inondation ou encore un chambly qui a ravagé vos arbres? Aujourd'hui, on en parle avec un ingénieur forestier qui va nous parler de ces enjeux naturels, mais aussi de la manière de s'y préparer ou du moins de les contrer quand ça arrive. Bonjour, donc aujourd'hui on retrouve David Armstrong, ingénieur forestier de la coopérative Terre à Bois. Bonjour David. Bonjour Alessandre. Donc on aimerait ça savoir, surtout avec les épisodes des dernières années, quel genre de perturbations la forêt peut-elle subir? Par les temps qui courent, on a vu avec tous les orages, les gens sont familiers maintenant avec des termes comme derecho, tornade, micro-rafale. Fait que dans la région, étant donné qu'on est en région essentiellement feuillue, c'est beaucoup les grands vents qui vont frapper l'imaginaire des gens en termes de perturbation. Par la suite, dans les dernières années, c'est sûr qu'on a eu aussi des épisodes de maladies, d'épidémies d'insectes qui ont attaqué certaines de nos essences. On parle de la maladie corticale du hêtre, entre autres, qui ont attaqué nos hêtres à grandes feuilles. Le processus est toujours en cours, mais bon, on est sur le qui-vive. La plupart de nos interventions de coupe partielle visent souvent à récupérer des volumes de bois de hêtre. Puis plus récemment aussi, on a eu la grille du frêne, qu'on a particulièrement vu dans le milieu agricole le long des cours d'eau. Plusieurs cours d'eau étaient bordés de frênes. Puis là, le paysage est un peu tristounet, plutôt gris. Fait que ces deux essences-là ont été beaucoup ciblées dans nos interventions de coupe partielle, si on veut, dans les derniers 10 ans à cause du déclin de ces espèces-là, dû aux ravageurs que je viens de mentionner. Il y a eu les vents. Les gens souvent pensent au feu. Le feu est plus une problématique de forêt boréale où la forêt résineuse est un très bon combustible. Fait que ici, on est un petit peu prémunisé contre ça parce que la forêt est essentiellement feuillue. Le seul petit bémol que je dirais, c'est on a connu ça dans les dernières années aussi, c'est des printemps particulièrement secs, tôt en saison. À ce moment-là, les arbres n'ont pas encore leurs feuilles. Et puis, des mois d'avril et mai très, très secs rendent le sous-bois propice des fois à des feux sous couvert. Donc, ça va brûler la régénération. Parfois, le feu peut être suffisamment intense pour tuer quelques arbres. Ça va rarement atteindre de grandes superficies, mais on a vécu ces situations-là assez récemment. Donc, la nature qui se dérègle, on commence à constater un petit peu ces impacts, si on veut. Est-ce qu'on peut aussi compter les grandes inondations comme après le passage de l'ouragan Debby aux États-Unis comme une perturbation que la forêt peut subir? Oui, ça peut avoir des impacts, particulièrement des grosses quantités d'eau dans les endroits où il y a très peu de pentes, etc. Il y a certaines essences qui vont moins bien tolérer d'être inondées à ce moment-là de l'année. Donc, récemment, j'ai vu certains arbres qui avaient commencé à changer de couleur alors qu'on est encore au mois d'août. Et puis, le manque d'ensoleillement au mois d'août, combiné avec des nappes phréatiques extrêmement élevées, comme si on était pratiquement au printemps, vient un petit peu expliquer ce phénomène-là. Sinon, quand il y a les ouragans, ça va souvent être accompagné de vents forts. Et puis là, quand le sol est saturé d'eau, des fois, les arbres ont une moins bonne emprise. Fait que là, on va assister encore là à des arbres qui vont se renverser, des chablis. Fait que c'est essentiellement là qu'il va y avoir un impact suite au passage d'un ouragan ou d'une queue d'ouragan. On vit rarement le pire de l'ouragan, mais on se ramasse avec le gros des précipitations. C'est ce qu'on constate, du moins cet été. Et après ces épisodes de perturbation, est-ce qu'il y a un processus de récupération de la matière? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, je vais parler de ce que je connais bien, mettons, en termes de forêt privée. C'est sûr que quand il y a eu le gros derecho en 2022, ça l'a affecté plusieurs endroits dans la région, puis même dans d'autres régions. Là, à ce moment-là, c'est dans les semaines qui suivent l'événement. Nous, entre autres, on a reçu des dizaines d'appels. C'est vraiment, dans le fond, d'une façon un peu volontaire. Puis
au fur et à mesure que les gens découvrent, si on veut, l'ampleur des dégâts sur leur propriété, que nous, on est appelé à intervenir. Malheureusement, il y a des très belles forêts avec des arbres qui nous semblaient en santé, qui ont basculé par le vent, ce qui fait en sorte que les premiers qui ont réagi et puis qui ont pu bénéficier, si on veut, des services de récupération de récolte par des entrepreneurs forestiers soutenus par des professionnels, eux ont pu quand même, c'est toujours dommage de voir sa forêt quasi disparaître d'un seul coup, mais ont pu quand même avoir un retour monétaire, somme toute, intéressant. Parce que la nature n'a pas choisi quel arbre allait tomber à ce moment-là. Lui, il est malade, on va le faire tomber. Lui, il est beau, on ne le fera pas tomber. C'était toute essence confondue pratiquement et toute vigueur aussi confondue, ce qui fait qu'il y a de très beaux arbres qui ont été renversés. Et puis, dans une optique justement d'optimiser l'utilisation du bois, il y a des beaux bio qui ont pu être dégagés puis qui ont servi à des choses beaucoup plus intéressantes que de la pâte à papier ou du bois de chauffage. Et comment ça fonctionne, le processus de récupération? Les propriétaires forestiers vous appellent? Exactement. Les propriétaires forestiers, justement, au constat des dégâts, ont eu deux réflexes, soit d'appeler directement un entrepreneur forestier, soit d'appeler un professionnel conseiller forestier, un ingénieur forestier d'un groupement comme nous le sommes à la coopérative Terrabois, ou d'un conseiller forestier indépendant dans la région. Et puis, à ce moment-là, le premier devoir que nous, on doit faire, c'est de valider l'ampleur des dégâts, les superficies touchées, le type de bois qu'on pense qui peut être récolté. Parce que dans le fond, nous, on doit inventorier ce qui doit être récolté ou récupéré. Et puis, dans le fond, dresser un portrait au propriétaire de la situation afin de lui offrir est-ce que vous voulez qu'on récupère le bois? Parce que s'il y a un revenu net dans les poches du propriétaire, ça devient une décision beaucoup plus facile à prendre pour lui que si la situation commande en fait que il n'y aura pas de revenu suffisant de bois pour faire la récupération. Donc, si vous voulez qu'on fasse le travail, malheureusement, ça sera une dépense. Donc, c'est pour ça que le premier... La première étape, c'est de faire un bon constat de la situation sur la propriété en tant que telle. Après ça, une fois qu'on connaît bien les volumes de bois qui ont été impactés, les divers produits qu'on pourra en tirer, sillage, pâte et papier, bois de chauffage, etc., là, on s'enclenche à faire une demande de permis auprès de la municipalité. Parce que dans le fond, dans la MRC d'Argenteuil, on a quand même l'avantage d'avoir un règlement en termes d'abattage d'arbres ou d'aménagement forestier qui est régional. Donc, c'est à nous de faire notre devoir en tant que professionnels de voir quelles sont les dispositions réglementaires à ce moment-là. Saviez-vous que vous pouvez jouer un rôle pour réduire l'effet des perturbations sur votre forêt? Comme vous le savez déjà, avec les changements globaux, les perturbations naturelles ont été et seront de plus en plus fréquentes. En tant que propriétaire forestier, vous vous demandez sans doute comment faire pour que votre forêt en soit affectée le moins possible. Il n'y a pas de secret. Vous devez la rendre plus résiliente à l'effet de ces nombreuses perturbations. Comment faire? En y apportant des aménagements préventifs. Pour être bien préparé, votre forêt a besoin d'être aménagée avant la venue des perturbations. Un critère important pour qu'une forêt soit résistante et résiliente est la diversité des essences qu'on y retrouve. En effet, une forêt, c'est comme une communauté tissée serrée où chaque individu qui la compose est différent et accomplit une fonction complémentaire aux autres pour former un tout. Il est donc primordial d'avoir une grande diversité d'essences. Un peu comme dans notre communauté, on va avoir une grande diversité d'individus. Mais attention! Tout comme les humains, ce n'est pas toutes les essences d'arbres qui sont complémentaires et compatibles. En effet, certaines essences, comme le hêtre, sont très agressives et éliminent toute concurrence en occupant tous les sites propices avec des drageons. Alors, comment choisir les essences qui peuvent rester au sein d'une même communauté forestière? Il suffit de s'intéresser à ce que l'on appelle les traits fonctionnels des arbres. Ceux-ci sont comme les traits physiques qui font de nous des êtres humains. En d'autres mots, ils définissent des traits propres à chaque espèce. Une fois identifiés, les arbres présentant les mêmes traits fonctionnels sont regroupés et forment une communauté fonctionnelle. Lorsque l'on aménage une forêt pour la rendre résiliente et résistante au vent,
Il faut choisir des arbres qui font partie de différents groupes fonctionnels pour que leurs traits se complètent. Les traits les plus importants à prendre en considération dans notre contexte sont, en ordre d'importance, la forme et la profondeur du réseau racinaire, les différences de pores, la hauteur, la densité du bois, la longévité et le besoin en lumière. Évidemment, le simple fait d'appartenir à des groupes fonctionnels différents ne fait pas en sorte qu'une essence s'adaptera bien au sol qui compose votre forêt. Voici un exemple d'une composition d'une forêt complémentaire. Une forêt composée d'érables à sucre, d'ostriers de Virginie, de carriers cordiformes, d'épinettes blanches, de cerisiers d'automne et de bouleaux sera très résistante et résiliente au vent, puisque les essences qui la composent ont des systèmes racinaires et une structure aérienne complémentaire. Ces essences ont aussi des besoins de lumière qui sont complémentaires. Une forêt composée uniquement d'érables à sucre aura beaucoup plus de mal à résister au vent, puisque les structures aériennes et souterraines sont les mêmes pour tous les individus. Pour terminer, n'oubliez pas que les perturbations naturelles font partie du cycle des forêts depuis la nuit des temps. Nul besoin de spécifier qu'il est possible de parer à toute éventualité. De plus, la diversité d'espèces vivantes dans un écosystème a un lien positif direct sur la longévité au sens large, c'est-à-dire le bois, la faune et les micro-organismes. Avec la rapidité à laquelle les changements climatiques évoluent, le meilleur moment pour commencer les aménagements était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, l'avancée technologique a une grande place dans votre travail. Tout à fait, parce que de plus en plus, on n'a pas à marcher chaque mètre, si on veut, de cette situation-là. L'avènement, entre autres, des drones, dans des cas de perturbation majeure, devient un outil hyper intéressant parce qu'on peut voir l'étendue des dégâts du haut des airs, plutôt que de le marcher et de se faufiler à travers tous ces troncs d'arbres-là qui nous coupent le chemin puis qui peut être quand même périlleux à traverser. Fait que ça, c'est une belle avancée technologique qu'on a à notre disposition. Et puis, dans notre quotidien aussi, le ministère des Forêts, depuis quelques années, a rendu public toutes les données forestières pour la population en général, a aussi mis de l'avant des techniques d'acquisition de données avec des technologies supérieures, des technologies très avancées, notamment le LIDAR qui nous permet d'avoir des portraits du relief du territoire, des portraits des écoulements d'eau, du niveau d'humidité dans le sol, de la hauteur des arbres, des taux de pente. Donc pour nous, c'est tous des intrants extrêmement importants. Et puis avec cette accessibilité incroyable de données-là à notre disposition maintenant, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est qu'à une certaine époque, on devait aller en forêt faire de la prospection. Maintenant, nous allons en forêt pour faire de la confirmation. Donc, on a extrêmement de données à notre disposition et puis on a déjà une idée assez claire du type de forêt, du type de terrain qu'on va affronter quand on s'en va en forêt une journée. Mais là, on va aller confirmer ces données-là, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur au moment de la prise de données ou qu'il n'y a pas un élément qui a pu être omis à cause du moment de l'année de la prise de données. Mais ça nous a facilité le travail. Là. Depuis une quinzaine d'années, ce serait le gros changement. Là. Dans la région, on parle quand même d'une dizaine de milliers de mètres cubes. C'est quand même plusieurs vannes de bois là, qui sont récoltées, mais ça demeure bien en deçà de la capacité de produire de la forêt. Fait que, si des fois des gens ont des craintes dans notre région, est-ce que la forêt est surexploitée? Bien, loin de là. On récolte peut-être, régionalement parlant, environ 20 de la possibilité forestière. La possibilité forestière, dans le fond, c'est quoi? C'est une donnée qui est calculée par le forestier en chef du Québec qui détermine la possibilité de récolte pour une région donnée. Et dans les Laurentides, particulièrement dans le contexte de la forêt privée, étant donné les utilisations autres qu'on fait de la forêt, de la villégiature, etc., bien, on prélève tout au plus 20 de ce que la forêt pourrait donner, dans le fond, pour la société. Fait que dans le fond, d'une perspective, on pourrait dire que la forêt est en croissance dans les Laurentides, ni plus ni moins à cause de ça.
Et outre la sécurité des travailleurs, c'est quoi les enjeux opératoires, monétaires, sociaux de la récupération du bois? Au niveau opérationnel, il y en a plusieurs, ne serait-ce que d'un point de vue environnemental. On ne peut pas faire ce qu'on veut en forêt. Il y a des éléments sensibles auxquels on doit faire attention, qu'on doit assurer une protection. Là, on parle naturellement les cours d'eau auxquels on doit apporter une bande de protection riveraine, les milieux humides qui sont des milieux sensibles au passage de la machinerie. Il peut y avoir des endroits aussi avec de la pente forte, qui est tout un autre type de contraintes. Ce qui fait que d'un point de vue environnemental, etc., avec les réglementations qu'on a dans la région, on est bien encadré, puis peut-être trop d'une certaine façon, parce qu'il y a des règlements qui, des fois, ne font pas vraiment de sens d'un point de vue forestier, où on se dit bien, la municipalité a décidé d'appliquer une seule et unique réglementation qui est correcte, mettons, pour une construction résidentielle ou une chose comme ça, mais qu'on trouve un petit peu peut-être extrême pour une application forestière. D'un point de vue monétaire, bien, c'est aussi un enjeu qui est quand même primordial du fait que depuis 15-20 ans, les prix du bois ont très, très peu augmenté. Fait que, quand tu n'as pas l'argument monétaire pour convaincre un propriétaire, quoique c'est pas l'argument sur lequel je veux compter quand je veux convaincre un propriétaire de faire des travaux, mais ça peut devenir attrayant de dire qu'à tout le moins, si on fait des travaux chez vous, bien, il peut avoir un avantage monétaire, un avantage économique, fiscal, etc. Mais au point de vue de la récolte, du fait que le prix du bois stagne un peu comme ça depuis un certain temps, et qu'en contrepartie, les dépenses qu'on engendre à faire un projet de récolte, elles, ne cessent que d'augmenter. Pensons juste au combustible de la machinerie. Ce qui fait que malheureusement, il en reste toujours un petit peu moins d'impôts du propriétaire. Puis ben, ça, c'est dommage, puis c'est vraiment, on va dire, contre-productif dans l'essai de convaincre quelqu'un de faire des travaux sur sa propriété. Et puis, ben, d'un point de vue sociétal, ben, on travaille en forêt privée, fait que c'est un enjeu extrêmement important du fait qu'on fait des travaux d'aménagement forestier proche des gens, proche de la ville. Particulièrement dans les Laurentides, on est un peu un des deux terrains de jeu des Montréalais. Il y a l'Estrie, puis il y a les Laurentides. Fait qu'on est constamment exposé sous le regard de la population. Fait que de mon côté, je vois ça un petit peu comme un défi, mais aussi une mission de faire de la belle foresterie intelligente, environnementalement responsable, parce qu'on devient un petit peu l'image de ce qui peut se réaliser au Québec, tout en disant, bien, par contre, il faut quand même comprendre qu'on ne fait pas de la foresterie partout pareil au Québec, puis bien, on s'adapte aussi au type d'écosystème forestier devant lequel on est soumis. Sinon, pour en revenir au prix du bois, qu'est-ce que les épidémies, soit d'insectes ou de maladies, ont comme impact sur sa marchandisation? Bien, souvent, ce que ça va produire, c'est que ça va générer beaucoup de volume en très peu de temps. Ce qui fait que quand on comprend les principes de l'offre et la demande, c'est qu'on se met à offrir beaucoup de bois, puis des fois dans des essences qui ne sont pas nécessairement prisées par l'industrie forestière. Fait que, plus l'épidémie s'étire, ben, plus les prix du bois associés aux essences touchées par l'épidémie vont chuter. Mettons la maladie corticale du hêtre. Déjà que le hêtre n'était pas une essence prisée par l'industrie forestière pour plein de raisons, notamment sa difficulté au séchage, mais il était essentiellement récolté pour faire du bois de chauffage. Bien là, il se génère d'autant plus de revenus parce qu'il est tout en train de mourir en forêt. Et là, les cours des producteurs de bois de chauffage ou de commerçants de bois de foyer, bien, ils sont pleines de hêtre. Ce qui fait que, bien, eux, ils l'achètent pas vraiment cher. Et malheureusement, bien, toute la transformation du bois de chauffage, elle, a monté en coût, si on veut, pardon. Et ce qui fait que le propriétaire qui, lui, achète des cordes de bois de chauffage, bien, il paye le même prix ou il paye plus cher et il ne comprend pas parce qu'il trouve qu'il génère beaucoup de bois de chauffage. Bien, c'est ça, c'est ce qui arrive. Dans le cas du frêne, bien, les plus beaux arbres au début de l'épidémie d'agrumes du frêne étaient pris par les scieries de feuillus. Fait que ça, au début, c'était intéressant parce qu'on était capable de mettre en marché beaucoup des beaux bio de frêne qui étaient récoltés. Puis c'est une essence qui,
dans sa façon de se développer et quasi un cylindre parfait, ce qui fait qu'on avait beaucoup de bois de qualité à mettre en marché. Les industries l'ont pris, mais à un certain moment, plus l'insecte avançait sur le territoire, plus il ravageait de volume de bois, bien, plus les industries ont dit bien, on a moins besoin. Puis des fois, la façon de dire qu'on a moins de besoin, c'est de descendre le prix. Fait que plus l'épidémie a avancé, bien, moins c'était payant pour le propriétaire qui faisait faire les travaux, là, particulièrement ciblés sur la récupération du frame. Fait que ça, c'était un peu dommage. Fait que c'est ça les conséquences des épidémies, c'est que ça génère rapidement de grandes quantités de bois. Et puis, ben là, on tombe avec des chutes de prix liées à ça. Fait que ça va être beaucoup ça qui va se produire dans le cadre des épidémies, malheureusement. Bonjour, aujourd'hui pour l'arbre de la semaine, je vous présente le cerisier tardif ou appelé par certains le cerisier d'automne. Le cerisier tardif, c'est un arbre qui est facilement reconnaissable par son écorce à maturité. L'écorce est très foncée, pratiquement noire. C'est un arbre qui, parfois, on peut mélanger son écorce avec l'écorce de conifères, comme du pin ou de l'épinette. Mais quand on se lève la tête et on regarde en haut, on voit bien que c'est un feuillu. Fait que c'est souvent, les gens vont se faire tromper par le cerisier tardif par son écorce. Le cerisier tardif, son nom le dit, produit des cerises. Ces cerises, par contre, étant donné que c'est un arbre qui peut atteindre une trentaine de mètres, sont hors de portée des humains. Par contre, ils font vraiment la joie des oiseaux. Les jaseurs boréales, les jaseurs d'Amérique font des festins, peuvent passer en une journée vider un cerisier tardif mature, avec des milliers de cerises. Le cerisier tardif, c'est un arbre d'ornement. Ça peut être un arbre d'ornement. Par contre, il est indigène au Québec, c'est-à-dire qu'il pousse naturellement dans les forêts. C'est un arbre qui a de la misère à passer à travers une maladie qui est le nodulier noir du cerisier. C'est un champignon qu'on va voir des fois sur les branches. C'est des petits champignons noirs qui poussent après les branches. Ces champignons-là vont, à terme, tuer l'arbre, vont le fragiliser en le mangeant. Si jamais vous avez un cerisier chez vous et vous souhaitez le garder, puis s'il n'est pas trop tard, si l'infestation de nodules n'est pas trop avancée, on peut juste couper la branche vis-à-vis le tronc. On coupe la branche qui a un nodule et on brûle cette branche-là avec le nodule. Bien important de ne pas laisser les nodules dans la cour parce que les champignons vont sporuler. Ça veut dire que les champignons vont émettre leurs spores et vont aller réattaquer probablement le même arbre dans votre cour que vous avez fait une belle blessure en coupant la branche. C'est important, on prend les branches, on va les brûler rapidement. De plus, quand on fait une coupe sur une branche d'arbre, on va s'assurer d'avoir des outils propres. On va désinfecter nos lames pour être sûr que si on a taillé un autre cerisier qui a du nodule ou peu importe la maladie, on va pas infecter notre arbre, notre sujet avec. Alors pour reconnaître le cerisier tardif par ses feuilles, ça va être assez difficile quand il est jeune parce qu'il y a deux autres espèces de cerisiers qui ressemblent beaucoup à ses feuilles. Il y a le cerisier de Pennsylvanie et le cerisier de Virginie aussi, qui sont présents dans les mêmes habitats. Par contre, le cerisier de Pennsylvanie et le cerisier de Virginie ne viendront jamais aussi gros qu'un cerisier tardif. C'est des arbres qui vont généralement faire 10-12 cm de diamètre, tandis que le cerisier tardif peut devenir beaucoup plus gros. Alors, ces feuilles sont en forme, on appelle ça lancéolée, une feuille en forme de lance, très finement dentelée. Ce n'est pas des dents très pointues, c'est des petites dents. Est-ce qu'il existe des programmes d'aide financière pour ceux qui ont vécu des perturbations majeures? Tout à fait. En fait, le gouvernement du Québec, via le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, offre pour les propriétaires détenant un 4 hectares de superficie forestière minimale, donc les gens qui ont moins de superficie, il existe peut-être d'autres programmes, mais ma spécialité est d'aider les gens qui ont cette superficie minimale-là, dans le fond, à devenir producteurs forestiers. Les gens, à ce moment-là, ils sont éligibles à faire ce qu'on appelle un plan d'aménagement forestier.
Le plan d'aménagement forestier va être un peu un diagnostic de l'état de santé de leur propriété par peuplement forestier. Dans le fond, un peuplement forestier se trouve être une zone homogène en termes écologiques, en termes de composition forestière. Fait qu'on, mettons, dans un plan d'aménagement forestier, on pourrait avoir une érablière, on pourrait avoir une plantation de pins, on pourrait avoir une sapinière. Et puis chacun de ces peuplements forestiers-là va être décrit par les professionnels forestiers et va aussi se faire donner une recommandation de travail pour améliorer la situation de ce peuplement forestier-là. Là, ce qui est intéressant, c'est que le plan d'aménagement forestier va donner justement le titre de producteur forestier aux propriétaires. Et ce statut de producteur forestier-là ouvre la voie, dans le fond, à une panoplie d'aides financières, que ce soit des aides financières directes pour mener à bien des projets sylvicoles sur leur propriété. Donc ça, c'est intéressant parce que, justement, quand on a de la récolte à faire, bien, l'équipe de professionnels qui va prendre en charge le travail va venir être payée d'une certaine façon par cette aide financière-là, ce qui va optimiser en bout de ligne le revenu aux propriétaires. Il y a aussi des remboursements de taxes fonciers qui peuvent être donnés aux gens qui ont un statut de producteur forestier. Ça veut dire qu'il y a des crédits d'impôt qui est possible d'aller chercher en faisant des actions sylvicoles dans son boisé. Et puis là, les professionnels forestiers vont guider le propriétaire, l'encadrer, venir valider la conformité des travaux faits par le propriétaire. Et puis ça va permettre d'accumuler à ce moment-là des crédits d'impôt pour un remboursement des taxes foncières. Il peut y avoir aussi des aides forestières, des aides financières qui sont attribuées quand on a une idée de projet d'habitat faunique. Parce qu'en étant producteur forestier, bien, on peut être soutenu par des projets de la Fondation de la faune. Donc, c'est très vaste les opportunités qui s'offrent à nous quand on décide, dans le fond, d'être encadré par des professionnels puis de se doter de l'outil de connaissance qui est un plan d'aménagement forestier. Je vais terminer avec une question un petit peu existentielle. Pourquoi c'est important de récupérer le bois? Bien, c'est important dans la mesure où, une fois que le bois est tombé au sol, bien, si on ne l'utilise pas, bien, il va retourner soit dans le sol en se décomposant, puis il va libérer du gaz carbonique en étant, dans le fond, décomposé par les champignons, les insectes, etc. L'être humain, en s'établissant sur le territoire, en se construisant dans ses infrastructures, a des besoins de ressources. Et puis, bien, le bois, comme on l'a expliqué un peu plus tôt, est un peu le matériel champion en termes d'utilisation durable, etc. Quand il y a des événements comme ça où bien, il se génère plusieurs volumes de bois, c'est comme une opportunité d'aller chercher des volumes dont on aurait besoin, des volumes qu'on irait chercher autrement que par la perturbation. Donc, on serait allé chercher en aménageant des forêts qui n'ont pas de grandes perturbations, etc. Fait que ça demeure pour moi vraiment important à ce niveau-là. À la lumière de ces explications, je pense que les propriétaires forestiers, les propriétaires de lots boisés privés vont trouver que vos explications vont être très profitables pour leur démarche ou même pour contrer les futures perturbations qui pourront survenir malheureusement sur leur territoire. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça me fait plaisir. Puis on est toujours disponible à recevoir des appels ou des courriels des gens qui veulent en savoir plus. J'espère que, comme moi, vous avez trouvé ce contenu non seulement très intéressant, mais aussi très enrichissant. Si jamais vous aimeriez en savoir davantage, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.